tous, on est ravis de vous accueillir, nombreux on espère, pour vous présenter l'essentiel du service civique, pour vous préparer, vous donner envie de vous lancer dès la rentrée, dès septembre 2023. Donc ce PowerPoint et cette animation, cette session va être animée par l'AFNOGEC, donc moi-même, Armelle Baril, qui suis la coordinatrice de service civique pour l'AFNOGEC. Mes collègues donc, du CNEAP, donc Stéphanie qui est là aussi. Michael Gac, je suis chargé de mission au pôle éducatif, pédagogique et pastoral du secrétariat général de l'enseignement catholique. Et donc, j'accompagne Stéphanie et Armelle pour l'accueil des volontaires. Donc, nous allons essayer d'être synthétiques et de vous donner envie de vous lancer par les choses qu'on aura pu vous expliquer. On va essayer de boucler ça en 30 minutes et vous aurez 15 minutes de temps de questions-réponses qui seront relayées par Michael. Je vais donc commencer le déroulé et puis Stéphanie nous rejoindra. Donc le plan, on va vous présenter le service civique, les grands principes. Pourquoi accueillir un service civique dans un établissement, dans votre établissement? On va essayer aussi de vous montrer qu'en fait, vous êtes vraiment l'acteur principal pour accueillir un jeune en service civique. Sur le dispositif du service civique, vous êtes vraiment les acteurs principaux. Comment pratiquement vous allez pouvoir mettre en place une mission, une conclusion brève et ensuite un temps de questions-réponses. La slide suivante me permet de vous décrire les principes du service civique. Alors, le service civique et la conception de votre mission doit s'appuyer sur 8 principes fondamentaux. Les principes fondamentaux là, que vous voyez, en fait, ce sont ceux qui sont décrits, stipulés dans le Code du service national. C'est le code qui régit le service civique. Donc, votre mission, votre projet doit s'appuyer sur ces 8 piliers. Donc, on a le détail de à quoi ça correspond. Vous pourrez vous-même vous y référer et vraiment, on vous invite à le faire avant de monter votre projet. Donc, le détail de ces 8 principes fondamentaux, vous les trouvez sur le site du service civique, mais surtout là où tout est centralisé, sur le site de la FNOGEC, dans la rubrique service civique. On va juste attirer votre attention. Donc, Stéphanie était là ou pas? Alors, non, je vais, du coup, on voulait partager, Stéphanie et moi, quelques points, 2 points importants de ces 8 principes fondamentaux, qui sont l'intérêt général. Dans l'intérêt général, il faut comprendre que c'est une mission qui va être utile à la nation. C'est-à-dire, on pense en premier à l'intérêt que ça va être pour le volontaire. Et puis après aussi à l'intérêt que ça va être pour l'établissement qui va pouvoir donc monter un projet utile et à ses élèves, partager avec toute l'équipe pédagogique. Donc ça c'est bien évidemment, c'est plutôt tripartite. Le volontaire, il gagne, l'établissement, donc la structure d'accueil, mais il ne faut pas oublier cette notion de nation, c'est-à-dire l'intérêt général à travers cette mission, ce que ça va susciter, ce qui va sortir de cette mission, de par la présence du jeune, de par son dialogue, de par la mission qu'il va mettre en œuvre. Il faut que ce soit utile à la nation. C'est-à-dire, en fait, ça peut être des notions, des valeurs de solidarité, de protection de l'environnement, de mixité sociale. Et voilà, donc vraiment, n'oubliez pas ça. Voyez plus loin, plus grand que le simple intérêt de votre établissement. Et puis, le deuxième point, en fait, important là, que je vais développer rapidement, c'est le respect du statut. Donc, il y a un statut légal particulier. C'est qu'une mission de service civique, c'est un jeune qui vient, qui n'est pas stagiaire, qui n'est pas salarié et qui n'est pas non plus votre élève. Bon, élève, ça va de soi, mais il y a trop souvent un amalgame
avec un salarié et le volontaire. Alors évidemment, quand il arrive, il doit respecter le règlement intérieur, il est intégré à l'équipe pédagogique, il a un statut devant les élèves, et donc il doit bien y avoir une scission. Mais pour autant, ce volontaire, en fait, ne doit pas faire un travail de salarié, et il ne doit pas être en responsabilité, en autonomie au cours de sa mission. On ne doit pas retrouver un volontaire seul dans la cour à surveiller 80 élèves dans une petite école. Il ne doit pas être seul en classe à animer un atelier. Il ne doit être en aucun cas responsable d'un groupe. Il doit toujours y avoir un adulte, hein, un enseignant, un personnel de vie scolaire, quelqu'un avec lui. Et alors, c'est vraiment très, très important. On le répétera peut-être, mais ça, c'est vraiment le point de vigilance. Voilà, et que votre jeune ne fasse pas un travail de salarié. Il n'est pas là. Il est là pour faire en plus le petit truc. Donc, c'est tout ce que je développerai pour les 8 principes fondamentaux. Armelle, est-ce que tu veux que j'évoque justement la notion de complémentarité juste avant Eh qu'on ben, et passe? alors, vas-y, Oui. complémentarité. Ravi Bonjour de- à tous. Mais ça vient juste compléter ce que vient de dire Armelle sur cette question du statut euh, de la mission de service civique. La complémentarité, c'est que la mission du jeune doit être complémentaire à celle existante, et donc ça vous fait un volontaire qui vient compléter ce que vos collègues exercent déjà et les fonctions qu'ils assument. Voilà, donc ça vient juste compléter ce que tu viens de dire. Tout à fait. Voilà, c'est de la oui, tout à fait. Donc là, pourquoi vous accueilleriez, pourquoi vous souhaiteriez vous investir auprès d'un jeune dans une mission de service civique? Eh bien, alors pourquoi accueillir un jeune? Parce que ça va permettre de faire vivre la notion de citoyenneté au sein de votre établissement, donc, qui va être incarnée par le jeune service civique, et puis qui va permettre de questionner tout le monde un peu sur cette notion de citoyenneté et d'engagement citoyen au service des autres. Parce qu'aussi, c'est tout à fait cohérent avec les fondamentaux, les missions de l'enseignement catholique. Donc, il y a vraiment des choses concordantes entre les valeurs que déploie le service civique et les valeurs qui sont chères à l'enseignement catholique. Parce qu'aussi, vous avez des structures qui sont favorables, qui se prêtent tout à fait à l'accueil de volontaires. Je pense qu'on peut proposer les meilleures conditions possibles pour une mission de service civique dans nos établissements. Et puis, vous verrez, si jamais vous doutez toujours de l'intérêt ou en quoi vous avez la capacité d'accueillir un jeune, vous pourrez consulter différentes vidéos qui seront mentionnées à la fin de cette présentation pour achever de vous convaincre. Alors, le service civique, en fait, je pense qu'il est important que vous ayez connaissance du cadre légal. Voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il y a tout de réuni dans cette définition. Donc, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif, en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Voilà, donc en fait, là, vraiment, ça reprend les points essentiels qu'on a déjà commencé à développer et dont on parlera encore donc, ensuite. Donc là, répondre aux fondamentaux de l'enseignement catholique. Donc Stéphanie, vous avez présenté le plan. En fait, accueillir un jeune et être dans une école d'enseignement catholique, en fait, sont les mêmes valeurs. C'est une école ouverte à tous. Donc vous allez pouvoir accueillir un jeune qui ne sera pas forcément formé, un jeune qui aura sa seule motivation pour vous convaincre de le prendre pour la mission, qui va accueillir des jeunes de toute origine, toute expérience confondue ou pas d'expérience, des jeunes sans formation. Donc, voilà, un lieu ouvert à tous. Une école qui grandit la personne, ben oui, le jeune, il va être chez vous, et en fait, de par sa mission, il va gagner confiance en lui, il va grandir, il aura des responsabilités,
voilà, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, attention aux responsabilités, mais en fait, il va pouvoir vraiment s'épanouir et grandir. Une école laboratoire d'humanité, oui, en fait, en accueillant ce jeune, en lui permettant de faire une mission de service civique pour l'intérêt général, et c'est ce qu'il va véhiculer par sa présence, par la mise en œuvre de sa mission. En fait, il va vraiment pouvoir développer, bah, laboratoire d'humanité. Oui, il y aura peut-être des projets qui vont voir le jour, que s'il n'avait pas été là, ben, en fait, vous n'auriez pas mis en place ces projets. Donc c'est vraiment un laboratoire d'humanité, quelque chose de particulier, et en fait, c'est une école engagée et riche de son histoire parce que notre jeune, en fait, va être là, il va s'intégrer, donc à l'école, à son passé, à son historique, aux valeurs, aux projets de l'établissement, qui bien souvent, sa mission s'intègre au projet. Donc voilà, vraiment l'accueillir dans une structure dans un établissement scolaire, c'est vraiment l'endroit idéal pour lui permettre d'entrer en super conditions pour réaliser sa mission de service civique. Enfin, accueillir ce jeune, c'est accomplir la mission d'éducation associée au service public de l'État, ce que vous faites tous les jours. Oui, et donc quand on parlait du fait que votre structure était tout à fait adaptée et pour accueillir correctement un jeune en mission de service civique, c'est parce que tout d'abord, vous bénéficiez d'une équipe qui va pouvoir définir le projet d'accueil. Ensemble, vous allez pouvoir réfléchir à quelle mission pouvoir le confier, dans quel contexte, quelles conditions, etc. Donc, ce projet d'accueil, il va être défini collectivement par l'ensemble de l'équipe. Ensuite, vous allez identifier quels pourront être ses tuteurs, son tuteur. Parfois, il y a un tuteur unique, parfois, il y a 2 ou 3 tuteurs. C'est à vous de voir comment vous souhaitez fonctionner. Et cette mission du tuteur est très importante parce que c'est lui qui va l'accompagner, le guider, le superviser, et l'accompagner en fait tout au long de sa mission, et qui va aussi l'aider à réfléchir à son projet d'avenir, qui est aussi important que ce qu'il réalise au sein de notre établissement. Tout ça, c'est pour le guider dans ses projets futurs. Donc, le rôle du tuteur est également fondamental, et en général, ce sont des postures que vous avez déjà l'habitude d'adopter avec vos propres élèves. Donc, c'est un positionnement à peine différent avec un jeune en mission de service civique. Et puis, évidemment, c'est l'ensemble de l'équipe qui va pouvoir interagir avec lui, participer au quotidien à son intégration, s'intéresser à lui ou à elle, bien sûr, et contribuer à ce que sa mission se passe bien et au bénéfice de tout le monde. Donc, c'est l'ensemble de la structure, en fait, qui est impliquée dans cet accueil et dans la réussite de l'accueil de ce jeune. Et puis, en fait, c'est vraiment le service civique a déjà fait ses preuves. C'est vraiment un vrai succès, on le voit, aussi bien au sein de l'enseignement catholique, puisque nous accueillons quand même un volume très important de jeunes en mission de service civique. Et puis, se dire qu'on contribue à aider ces jeunes à ensuite envisager leur avenir professionnel de façon avec plus de confiance en eux, etc. C'est quand même un beau rôle que l'on joue. Et donc, vous voyez, depuis 2011, déjà 4500 volontaires ont effectué une mission de service civique. Et vous êtes plus de 700 établissements à avoir accueilli un jeune depuis cette date. Ça a permis pour certains d'entre eux de susciter des vocations, des jeunes qui ensuite vont pouvoir éventuellement intégrer vos équipes d'animateurs ou de responsables de vie scolaire, ou même envisager de devenir enseignant. Enfin, ça peut vraiment susciter de nouvelles vocations. Et puis pour l'ensemble de nos élèves, c'est un bon exemple aussi de montrer ce qu'on peut faire en tant que citoyen engagé, et le type d'accompagnement que l'on peut proposer au cours de son parcours en construction. Voilà, donc c'est vraiment bénéfique à tout niveau. Alors pour pouvoir gérer ces jeunes en service civique, en fait, vous voyez sur la courbe, on a commencé à 70 en 2011, et puis on a effectivement après, on est monté en puissance, et l'année charnière 2018, où on double l'accueil de volontaires, en fait, a été possible grâce à 17 fédérations territoriales de notre réseau FNOGEC, donc qui ont accepté de gérer de façon décentralisée ces volontaires. Alors, donc la gestion du service civique, l'accompagnement de vos structures pour l'accompagnement de ce volontaire, en fait, c'est sur tout le territoire.
Donc, les 17 fédérations territoriales ont accepté la gestion décentralisée. Donc, en fait, c'est réparti sur toute la France. La Bretagne est décentralisée, l'Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, la FNOGEC reste gestionnaire et accompagne l'établissement des Hauts-de-France, de la région PACA et de quelques territoires du Grand Est et de la Bourgogne. Voilà, donc en fait, cette configuration-là permet de vous accompagner au plus près avec des gestionnaires voilà, qui sont là du début jusqu'à la fin pour vous aider. Alors, on vous avait promis des petites vidéos. Vous retrouverez, donc vous pourrez bien sûr consulter le PowerPoint après cette présentation. Donc, vous pourrez voir de quoi il s'agit. Bien sûr, il y a la vidéo officielle de ce en quoi consiste le service civique et puis quelques témoignages de jeunes volontaires internationaux. Parce que là, on vous parle en général de l'accueil des volontaires, mais vous savez que vous pouvez accueillir aussi bien des Français que des Européens et des non-Européens. Donc là, on a choisi de mettre en avant quelques témoignages de services civiques internationaux, mais la vidéo de l'agence reste principalement axée sur les Français. Donc, vous pourrez visionner tout ça un petit peu plus tard. On va poursuivre sur le fait que votre établissement est acteur du service civique. Vous allez vous dynamiser rien que par le fait de faire la démarche d'accueillir un jeune. Vous allez aussi faire preuve de créativité puisque vous allez réfléchir sur quelle mission vous allez engager ce jeune et concrètement comment vont se décliner ces activités. Et puis, en fait, ça va être un projet qui est extrêmement fédérateur pour votre établissement puisque vous allez fédérer autour de ce projet toute une équipe, le jeune bien sûr, mais toute l'équipe, pas uniquement le tuteur, mais l'ensemble de l'établissement, parce qu'il faut que tout le monde se sente embarqué dans cette aventure d'un accueil. Encore une fois, ça ne repose pas juste sur les épaules du tuteur, c'est l'ensemble de l'établissement qui s'engage à accueillir le jeune. Alors, vous voyez là, en fait, les effectifs de jeunes internationaux qui ont été reçus dans l'enseignement catholique depuis 2016. Donc, il y avait eu un gros boom en 2019-2020. On espère bien réussir à battre ce record prochainement grâce à votre mobilisation. On voit là qu'on a repris un bel essor. Cette année, on accueille 17 jeunes internationaux. Donc, on a quelques Européens et quelques jeunes un peu partout dans le monde, aussi bien continent asiatique, africain et sud-américain, parce qu'on aurait aussi un Brésilien. Donc, voilà, on compte sur vous. Donc, il faut qu'on batte les 28 volontaires internationaux accueillis et c'est tout à fait réalisable. Et donc, nos jeunes ont entre 18 et 25 ans, que ce soit des jeunes français ou des jeunes étrangers. Dans l'établissement catholique, en fait, dans un établissement, en fait, nous, on a vu que par expérience, un jeune de 16 ans, parce qu'une mission de service civique peut être accessible à un jeune de 16 ans, mais en fait, nous, par expérience, on a monté l'âge plancher à 18 ans, parce que trop de proximité d'âge entre les élèves et le volontaire mettent le volontaire en difficulté. Donc, dans l'enseignement catholique, vous accueillerez un volontaire qui va de 18 ans à 25 ans jusqu'à 30 ans si ce volontaire est porteur de handicap. Ensuite, ce jeune, vous allez l'accueillir, voilà, mais aussi il y a à y gagner, on l'a dit, autour de sa mission quand il est volontaire. Il y a de nombreux avantages qui s'offrent à lui, qui vont donc lui permettre d'être, pour lui, cette mission, cette expérience, c'est un tremplin dans sa vie d'étudiant ou une passerelle entre sa vie d'étudiant et sa vie professionnelle, ou des jeunes qui sont un peu en déshérence et qui se cherchent. Donc, de toute façon, c'est une expérience qui va être très bien valorisée. Les employeurs sont très sensibles, le service civique est de plus en plus connu. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un plus dans le parcours du jeune. Ce jeune va y trouver de l'épanouissement, un enrichissement et il va prendre confiance en lui. Nombreux sont les jeunes qui arrivent, n'ont pas d'expérience professionnelle et vraiment là, on les intègre dans un milieu professionnel avec un règlement, avec des équipes. Et donc vraiment, il va s'épanouir et s'enrichir. Il va percevoir au cours de sa mission 2 indemnités. Une indemnité versée par l'État à 489,59 € pour un mois complet
et une indemnité mensuelle que verse l'établissement scolaire en espèces ou virement ou en lui fournissant les repas ou le logement à hauteur de 100,35 €. Notre jeune a droit à 2 jours de congés payés par mois. Alors 2 jours de congés par mois, il ne les prendra pas au fil de l'eau parce qu'il va bénéficier des vacances scolaires. Donc les vacances scolaires qu'il aura tout au long de l'année scolaire vont finalement lui donner plus de droits à congés que ces 2 jours de congés au stricto sensu auxquels il aurait eu le droit. Mais pendant les vacances scolaires, il est en congé également et en fait, il perçoit sa rémunération normalement jusque sa mission est, je dirais, suspendue. Il bénéficie du régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, il peut se faire rembourser ses visites médicales, la prise de médicaments, et il est affilié au régime général de la sécurité sociale. Alors, en étant volontaire en service civique, il acquiert des trimestres de retraite. Ça, c'est très important. Et cette mission de service civique peut remplacer un stage pour ceux qui sont en cours d'études. Donc, la démarche se fait auprès de l'université ou de l'école. Cette mission de service civique peut lui donner des ECTS supplémentaires. C'est des crédits valorisés au niveau européen dans un cursus universitaire d'études supérieures. Et puis, voilà, ça je l'ai dit, en cas de maladie, l'indemnité de service civique est maintenue, donc il perçoit 600 € environ au cours de ce mois de mission. Ensuite, on a dit tout à l'heure, là on est en train de décrire donc tous les avantages divers à mettre en œuvre cette mission. Donc, on a dit, vous allez être créatif parce que vous allez tous autour de la table, le chef d'établissement, le futur tuteur, l'équipe pédagogique, vous allez vous réunir et vous allez définir une mission parmi 9 axes. Ces 9 axes sont les axes pour lesquels la FNOGEC est donc agréée. La FNOGEC est détentrice de l'agrément national collectif. Et dans cet agrément, nous sommes agréés pour 9 axes. Les 9 axes sont culture et loisirs, environnement, santé, solidarité, développement international, citoyenneté européenne, sport, mémoire et citoyenneté et éducation pour tous. Donc là, en fait, sur des titres très génériques, vous allez voir, on n'a pas le temps de s'appesantir, mais vous allez voir que vous allez trouver plein d'exemples de missions qui vont donc s'intégrer dans ces différents axes. L'axe le plus, on verra après, l'axe le plus représenté chez nous est évidemment l'axe éducation pour tous. Mais on va juste la slide suivante, je pense qu'on voit sur la slide suivante, non, on ne la voit pas, mais les axes importants chez nous, c'est donc éducation pour tous. Il y a l'environnement qui vraiment qui prend de la puissance. Sport, en plus avec Génération 2024, avec les Jeux Olympiques, ça vraiment, ça arrive aussi sur le podium, c'est les 3. Donc, la slide suivante, je crois que c'est Stéphanie. Non, c'est encore Moi qui prends la suite, absolument. OK. Alors, vous allez pouvoir fédérer, on vous le disait tout à l'heure, une équipe qui est autour de cette mission, qui va être portée par un tuteur. Et là, vous voyez un petit peu les tendances de qui sont ces fameux tuteurs. Donc, majoritairement, jusqu'ici, dans nos établissements, ce sont les chefs d'établissement qui assument cette fonction de tuteur. On voit qu'ensuite, ce sont des personnels de vie scolaire ou des enseignants, et puis autres qui nous laissent imaginer quelles peuvent être les autres fonctions. Donc, pour l'instant, majoritairement, des chefs d'établissement qui s'engagent sur cette mission de tuteur du jeune accueilli. Je vais ajouter une petite chose. Les chefs d'établissement, alors voilà, on le dit, hein, c'est ceux qui sont principalement tuteurs, mais il y a un point de vigilance. C'est que l'accompagnement d'un jeune, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et donc, le chef d'établissement
il n'est pas forcément le tuteur idéal. En tout cas, il peut être le tuteur idéal aussi quand il partage sa fonction avec un co-tuteur. Parce qu'en fait, ça allège cette mission d'accompagnement. Et donc, attention aux chefs d'établissement qui sont déjà hyper pris. Il ne peut pas assurer cette fonction d'accompagnement en tant que tuteur vraiment efficacement. S'il veut être le tuteur, pensez au co-tuteur et partagez-vous l'accompagnement de ce jeune. Oui, ça c'est important de le rappeler, surtout qu'on a plusieurs établissements qui ont fait le choix justement de désigner plusieurs tuteurs de façon à se répartir la charge. Et c'est intéressant pour le jeune aussi parce que ça lui fait des interlocuteurs avec un vécu différent et une approche différente, aussi toujours dans l'optique de la construction de son projet d'avenir. Donc, il y a vraiment un bénéfice important à répartir cette tâche de tuteur autour de plusieurs personnes. Parce que là, vous voyez, on a récapitulé toutes les fonctions, en fait, tout ce qu'assume le fameux tuteur. Donc, c'est son référent principal au jeune. Donc, en gros, ça va être son interlocuteur privilégié pour à peu près tous les sujets au début. Le tuteur doit surtout s'assurer que la mission se déroule dans de bonnes conditions, en respect de la mission initiale, du statut, de tout ce qu'on a pu vous présenter en préambule. C'est lui qui va accompagner le jeune dans son parcours d'engagement volontaire, donc toujours cette notion de citoyenneté, et également dans son projet d'avenir. Si on le disait, c'est important. On accueille des jeunes aussi dans cette optique de les aider à construire un projet ensuite. C'est une étape transitoire pour eux. Souvent, ils réalisent une mission parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire ensuite ou parce qu'ils ont envie de confirmer des hypothèses. Et donc, on joue un rôle absolument déterminant dans cette aide dans leur construction de projets d'avenir et de comment imaginer leur futur. Et le tuteur va lui donner le cadre, va lui donner des repères, va lui expliquer aussi le règlement intérieur de l'établissement, la philosophie peut-être de l'établissement en fonction du groupe auquel il peut appartenir. Il va gérer sa motivation, parce qu'il se peut qu'on ait affaire des fois à des jeunes qui ont besoin d'être un petit peu poussés. Éventuellement, s'il y avait des problèmes disciplinaires, voilà, c'est au tuteur que ça incombe de rappeler le cadre et d'incarner l'autorité, entre guillemets. Et puis, il va être référent de tous les autres acteurs, toutes les personnes auprès de qui le jeune va pouvoir évoluer, puisque la mission peut se dérouler dans différents contextes. Et donc, c'est le tuteur qui va s'assurer que tout est bien coordonné, tout est bien ajusté entre les différentes personnes qui interagissent avec le jeune. Il va suivre bien sûr l'évolution du projet, il va faire en sorte éventuellement de réajuster les contours de la mission si c'est nécessaire en fonction de l'avancement, éventuellement d'initiatives proposées par le jeune ou de nouvelles opportunités. Et puis à la fin, il va avoir la charge d'élaborer le bilan de son mission qui est également très important. Donc vous voyez, c'est un rôle qui peut prendre un petit peu de temps, qui va prendre très au sérieux. Parce qu'en fonction des personnalités des jeunes, vous allez être beaucoup sollicité, un petit peu moins, mais de toute façon, c'est quand même une mission assez importante sur toute la durée de la mission du jeune. Donc là, on va rentrer dans les choses un peu plus pratiques. Comment mettre en œuvre une mission? Donc, on va vous dérouler donc, les caractéristiques d'une mission, les 9 axes possibles, on en a déjà parlé, les 4 axes devoirs faits, et puis vous verrez dans le PowerPoint, il y a donc un grand nombre d'exemples qui vous ont été présentés et que vous retrouverez. Alors, n'hésitez pas, parce que c'est très riche, très bien documenté. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous trouvez sur le site de la FNOGEC pour ces missions, pour ces projets, cette conception de mission. Donc, les caractéristiques d'une mission de service civique, c'est qu'en fait, on l'a dit, hein, le mot qui revient le plus souvent, c'est un engagement. C'est l'engagement du jeune, donc à mettre en œuvre une mission, mais c'est aussi une rencontre. C'est-à-dire aussi, c'est un engagement de l'établissement de faire en sorte que la mission se déroule bien. Et quand on dit engagement, en fait, c'est une rencontre avec un jeune qui a envie de faire des choses, en dehors de simplement faire un job ou se lancer dans la vie professionnelle. C'est un tremplin, on l'a dit, hein, donc, et puis il y a l'établissement qui veut aussi contribuer à cela avec ce jeune et faire développer dans son établissement d'autres valeurs, d'autres notions que celles de l'enseignement, de ce que vous faites tous les jours. Donc c'est une rencontre autour d'un engagement et c'est là du coup qu'on va
trouver du savoir-être et de la motivation. Donc notre jeune va en fait nous montrer ses capacités et vous pourrez vous appuyer effectivement lors de sa sélection. Vous pourrez surtout vous appuyer sur sa motivation et comment il est. Parce que comme il n'y aura pas de critères de recrutement sur sa formation, sur son expérience professionnelle, eh bien, un jeune qui est sportif, qui a le sport voilà, qui est sportif, eh bien, en fait, c'est bien celui qui sera le plus à même de réussir la mission de sport. Un jeune qui est féru de cinéma, eh bien, en fait, celui-ci sera aussi parfait dans une mission culture et loisirs. Et puis, en fait, cet engagement aussi est toujours cette notion d'intérêt général. Le cinéma, j'ai dit, eh bien, c'est la culture. Le sport, c'est le bien-être. On est épanoui, on prend soin de sa santé. C'est aussi l'intérêt général pour la nation, hein. Des caractéristiques un peu plus techniques. Notre jeune, on l'a dit, va avoir entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les porteurs de handicap. Il n'a pas de condition de diplôme pour le recruter. La mission dure entre 6 mois et 12 mois. La durée moyenne fixée par l'agent du service civique est de 8 mois. Chez nous, dans l'enseignement catholique, on panache. Ça veut dire qu'on peut trouver des missions de 6 mois pour des missions qui débuteraient en janvier le plus souvent. Donc, on trouve des missions de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois et 10 mois. Et l'ensemble de ces missions doivent respecter une durée moyenne de 8 mois. Donc, notre jeune peut arriver et commencer sa mission en septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on va repartir sur une enveloppe globale de missions pour l'année prochaine, septembre 2023. On va repartir sur une enveloppe de 700 jeunes. Cette mission devra faire entre 24 et 35 heures. Donc, faire attention aux missions de 35 heures, puisque 35 heures, quand il n'y a que 4 jours d'ouverture d'école, voilà, il ne faut pas gonfler la mission en se disant on va lui faire un peu des choses autres pour combler les trous. Ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Il faut que la mission elle soit vraiment adaptée, dimensionnée au contenu. La mission de service civique se réalise dans un organisme à but non lucratif, ce que nous sommes, bien souvent des associations ou des organisations territoriales. On l'a dit, le jeune bénéficie de nombreux avantages, protection sociale, retraite, indemnité. C'est compatible, notre jeune peut être travailleur, il peut avoir un contrat de travail à côté de sa mission de service civique, il peut être aussi encore étudiant, et puis il va bénéficier de formations. On le dit pour la première fois, au cours de sa mission, il bénéficiera de 2 formations, une formation civique et citoyenne qui va contribuer à développer, à le sensibiliser à la citoyenneté d'une façon générale, pas forcément sur des sujets propres à sa mission, et il sera formé aux premiers secours. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, donc je vous l'ai dit, hein, éducation pour tous, l'axe numéro 1, environnement, culture et loisirs et sport, voilà, là ça bouge un peu. Donc je vais passer très vite sur cette slide. Ensuite, les mesures devoir fait. En fait, devoir fait, vous savez, c'est la mesure qui a été mise en place par le gouvernement il y a peut-être 4 ans maintenant, qui se déploie uniquement dans les collèges, qui répond à un protocole un peu particulier, même si vous faites de l'accompagnement au devoir, mais je veux dire, de toute façon, ça fait partie de, voilà, de votre ADN. N'empêche que si vous avez en tête l'idée de devoir fait dans le respect du protocole mis en place par l'Éducation nationale, vous pourrez le faire à travers une mission culture et loisirs, solidarité, développement international et éducation pour tous. À présent, on va vous donner quelques exemples pour chaque mission, mais en fait, à vrai dire, on va passer vite, hein, parce qu'on ne va pas vous lire les slides que vous allez voir ensuite. Vous y aurez accès, vous retrouvez tout sur le site de la FNOJAC, et ce PowerPoint sera également accessible. Mais ceci est mis en ligne afin de vous donner quelques idées de ce qu'on peut faire, par exemple, sur l'axe éducation pour tous. Vous voyez plusieurs exemples de missions, avec des points de vigilance aussi. Donc, toujours cette question de attention, un jeune en mission de service civique ne remplace pas un animateur de vie scolaire. Vous avez d'autres exemples là d'éducation pour tous.
Ensuite, vous retrouverez sur la mission culture et loisirs également quelques exemples et des points de vigilance sur les missions à ne pas lui confier. Ah, on est revenu sur la précédente. D'autres exemples. Ensuite, on passe à la mission environnement qui est en train de prendre un peu plus d'importance puisque je pense que les chiffres étaient 20-21 tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une mission qui croît. Mémoire et citoyenneté qui est assez peu souvent choisie, mais vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes à faire également sur ce thème pour réveiller justement la question de citoyenneté. La question de la solidarité, ça aussi très important. Voilà, donc ça peut être sur l'accueil de primo-arrivants, etc. L'axe du sport, donc qui comme le disait Armelle, qui a connu un petit engouement avec en prévision des JO. Voilà, donc vous verrez plein d'exemples. Santé, ça c'est théoriquement pas pour nous, trop. Si, alors la santé, ce qui est bien, c'est par exemple la prévention aux addictions, les écrans, le bon comportement. Donc ça, il y a des beaux sujets sur la santé. Et souvent, on associe sport et santé, ça marche très bien. Il y a des beaux sujets vraiment sur la santé. Et c'est un axe qui est pas très choisi, c'est dommage. Et tu vois, du coup, je confonds ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, excusez-moi. La mission de développement international, alors ça, je pourrais vous en parler des heures, hein, mais je vais vous épargner le discours, mais effectivement, hyper intéressant. Ça peut même être un français aussi qui pourrait vous aider à développer internationalement, mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'ensemble des équipes sur l'autre et l'ailleurs. Donc, vous trouverez plein d'exemples et on est à votre disposition pour vous aider à en construire d'autres. La mission de citoyenneté européenne, pour laquelle l'agrément est assez récent, très intéressant également. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des missions possibles. On arrive à la question du calendrier. Armelle, je te laisse présenter le calendrier aux collègues. Voilà, alors on vous a présenté plein de choses, mais vous vous posez peut-être la question, mais quand est-ce qu'on fait ça? Voilà. Donc pour la campagne 2023-2024, nous allons lancer la campagne mi-mars. Alors la campagne, quand elle est lancée, vous en avez connaissance par les fédérations territoriales de la FNOGEC qui relaient cette information à l'ensemble des établissements. Parallèlement, vous êtes aussi informé par le secrétaire général de l'enseignement catholique, par les directions diocésaines, qui également envoient aux établissements. Et puis, si vous êtes passé à travers la raquette, vous allez, ayez le réflexe d'aller consulter le site de la FNOGEC où tout est déposé, consigné en temps et en heure. Vous aurez jusqu'au 8 mai 2023 pour concevoir votre projet et le déposer en ligne sur un formulaire spécifique qu'on mettra à votre disposition donc au moment de lancer la campagne. Et puis cette année, nous avons mis en œuvre une plateforme qui va remplacer donc cette gestion pour les anciens. Bref, vous allez remplir un formulaire en ligne, mais ça sera à travers une plateforme de service civique, donc quelque chose de bien plus, je cherche le mot, convivial, avec des interfaces dans un logiciel où en fait, après, vous allez déposer le dossier de votre volontaire. Ça sera un espace de travail autour du service civique sur cette nouvelle plateforme. Donc, vous devrez donc déposer 2 dossiers différents, 2 dossiers de projets d'accueil différents. Un projet d'accueil de volontaires de français et puis un projet d'accueil de volontaires étrangers européens ou internationaux, parce que la conception du projet, elle est un peu différente. Elle doit être, il y a une mise en œuvre de l'accompagnement de ce jeune, de l'hébergement, donc des choses un petit peu spécifiques. Et puis, on fait jouer notre partenaire France Volontaire très tôt dans le processus. Donc, en fait, on traite les dossiers de façon différente. Et pour le coup, en fait, pour les accueils de volontaires étrangers, nous répondrons à vos projets de façon favorable ou défavorable, où on peut vous demander des révisions au fil de l'eau, de façon à pouvoir vous rendre une réponse définitive le plus tôt possible et après lancer la machine avec notre partenaire qui met en œuvre donc à l'étranger ses antennes
et vous, pour l'Europe aussi, déjà, vous mettre en action. Et pour les projets d'accueil de Français, nous vous donnerons une réponse officielle et définitive début juin. Après, vous vous mettez à la recherche de votre volontaire, vous, les établissements, et vous aurez toutes les informations au fil de l'eau, vous inquiétez pas. Quand vous aurez recruté votre volontaire, vous déposerez aussi le dossier en ligne et à chaque étape du processus, là, c'est le démarrage, mais à chaque étape, vous verrez, on vous informe, on vous donne plein d'outils. On est vraiment là. Moi, je suis là, j'allais dire H24, non, quand même pas, mais donc, je suis disponible, joignable par téléphone, par mail, si vous êtes perdu, Madame Barry, on ne sait plus où vous en êtes. On est vraiment là pour ça, pour l'avancement du dossier et puis au moment des projets. On examine en commission, nous tous, donc Stéphanie du CNEAP, Michael Dusguec et moi-même, on étudie les projets de notre périmètre et sinon, quand c'est des territoires gérés de façon décentralisée par les UDOGEC-UROGEC, c'est les commissions mises en place par les UDOGEC-UROGEC qui examinent votre projet, mais effectivement avec le même procédé. La conclusion par rapport à tout ça, c'est que, eh ben, en fait, là, on pourrait prendre la parole, voilà, enfin, tous les trois, hein, parce qu'en fait, on a un regard différent. Stéphanie au CNEAP va visiter ces établissements agricoles. Michael est aussi très proche des établissements d'enseignement général et moi-même, on récupère des témoignages. Donc, en fait, la conclusion, c'est que accueillir ce jeune, en fait, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Alors, encore une fois, Stéphanie et moi, on va vraiment se partager la parole sur cette conclusion parce que, en fait, il y a 100% des établissements qui peuvent trouver leur intérêt à accueillir ce jeune en fonction du projet d'établissement, en raison de la fibre de l'établissement, de son historique, de quelqu'un qui est porteur de projet et qui veut le partager. 100% des établissements vraiment peuvent le faire. C'est aussi une possibilité pour les établissements de s'ouvrir sur des nouveaux défis. C'est-à-dire qu'en fait, accueillir ce jeune avec tout ce qu'on a dit, tout ce contexte un peu particulier, intérêt général, citoyenneté, faire grandir la personne, c'est des nouveaux défis, des nouveaux projets. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu pourrais dire aussi sur ce jeune Oui, pour le jeune, on le disait, hein, c'est super important. C'est une étape qui peut être décisive pour eux, qui peut leur donner confiance en eux et valider ou réorienter des projets qu'ils avaient. C'est lui donner l'expérience de vivre une expérience qui est extrêmement formatrice et qui va être extrêmement enrichissante pour la suite, qu'il va pouvoir valoriser. Et puis, il va pouvoir envisager d'évoluer. S'il avait la fibre déjà tournée vers le milieu scolaire, eh bien, ça lui permettra de se constituer un réseau pour éventuellement trouver la mission suivante. Et puis ces jeunes dans les établissements, ça constitue un vivier. En fait, hein, on voit, on l'a pas dit dans la slide précédente, mais voilà, il y a bien souvent ces jeunes, pardon, tu l'as peut-être dit Stéphanie, et puis aussi la troisième notion, l'intérêt général, hein, développer, mettez en avant vraiment cette notion d'engagement citoyen à travers ce jeune. Et puis, alors on ne travaille pas tout seul, hein, mais là on est trois à travailler, donc l'OGEC, le PEAP, l'AFNOGEC, mais en fait il y a aussi l'UXEL qui est très partenaire, qui fait toutes les formations PSC1 au cours de la mission. Et il y a l'enseignement supérieur aussi qui est très présent, qui aussi dans les établissements supérieurs. Les universités, cette année, l'université de Lille, pardon, catholique de Lille, accueille des volontaires sur des projets fantastiques d'épicerie solidaire. Les établissements de RENASUB, de BTS aussi peuvent accueillir des jeunes. Encore une fois, il y a notre fédération, 17 fédérations territoriales qui vous accompagnent dans les territoires. L'AFNOGEC est partenaire de la plateforme ecclésiale pour le service civique avec d'autres mouvements d'église. Donc, on partage nos expériences. C'est très intéressant aussi de pouvoir donc, travailler en groupe. La Focale est notre partenaire depuis longtemps pour les formations volontaires et tuteurs. Donc, ça marche très bien. Et puis, France Volontaire, on l'a dit, qui est notre partenaire phare pour l'émission.
d'accueil d'étrangers, puisqu'en fait, avec leurs antennes, ils permettent d'envoyer ces jeunes étrangers internationaux dans nos établissements. Et C'est vraiment un justement, travail oui, d'équipe. pardon. Et en complément, pour tous ceux qui s'intéressent à l'accueil de volontaires européens ou non européens, vous pouvez revisionner le webinaire du 12 janvier dernier, où on avait un peu plus détaillé ce public particulier. Donc, n'hésitez pas, il est en replay, il est disponible sur le site de la FNOG qui est sur YouTube. On va passer aux questions-réponses. Alors, quelques questions, plusieurs questions d'ailleurs qui reviennent autour de, voilà, un jeune ne peut jamais être seul du coup devant les élèves, donc il ne lui est pas possible d'animer d'ateliers lecture, de faire des jeux ou de soutien avec des élèves en difficulté. Eh bien, il faut s'ajuster peut-être, Armelle ou Stéphanie, quelques précisions. Il ne doit jamais être seul face aux élèves, mais comment on peut être créatif? Alors, en fait, pour respecter cette chose, il y a la classe ouverte, c'est-à-dire, en fait, il y a le professeur qui est dans sa classe, et puis l'atelier de lecture, de soutien, il peut être dans la classe d'à côté. Si c'est l'étude le soir, eh bien, en fait, dans la salle d'études, il y aura notre surveillant et il y aura notre jeune qui va se déplacer de bureau en bureau. Pour les animations sport, eh bien, notre jeune, il va co-animer les activités sportives. Et donc, en fait, c'est vraiment faisable, cette mise en œuvre, puisqu'il y aura toujours quelqu'un de l'équipe pédagogique de l'établissement qui va être à côté du jeune. Mais on ne doit pas retrouver des situations où un jeune est dans la cour, avec 80 jeunes, 80 élèves à surveiller. Donc là, il fait un rôle de surveillant. Donc là, ce n'est pas de la complémentarité, c'est de la substitution à l'emploi. Et il est tout seul pour surveiller une cour de 80 élèves. Donc, en fait, là, c'est vraiment le cas à éviter. Mais il y a vraiment plein de choses avec la proximité d'un membre de l'équipe qui va être là. Merci Armelle. Beaucoup de questions pardon, qui reviennent autour du voilà, comment on recrute, par quelle plateforme, est-ce qu'on passe par Pôle emploi ou autre, comment ça se passe, quel est le taux de demande par rapport à nos 700 postes et le nombre de volontaires possibles à travers la France, etc., etc. Comment se passe ce recrutement-là? Y a-t-il un vivier et comment on s'y retrouve? Alors, en fait, quand votre projet aura été accepté, on vous demandera de déposer votre offre de mission sur le site de l'agence. Et c'est là où, en fait, vous allez pouvoir publier d'une façon très massive, très largement sur tous les territoires, votre offre qui va être consultable par tous ces jeunes qui veulent, de partout, qui veulent faire une mission de service civique, qui vont utiliser le moteur de recherche et ils vont trouver votre mission, ils vont postuler en ligne. Donc ça, c'est la première chose à faire, ça va toucher un maximum de personnes. Vous aurez aussi tous les moyens locaux à mettre en œuvre. Alors, publier sur le site de l'agence, c'est obligatoire, mais après, vous avez toute la panoplie, c'est-à-dire, vous déposez à l'ancienne des affichettes dans les lieux où il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Ça veut dire les associations de jeunes, les gymnases, la maison de la jeunesse, les mairies, les halls de mairie, chez les commerçants. Dans votre établissement, eh ben, vous placardez des petites affiches sur le tableau d'affichage. On accueille des jeunes volontaires en service civique. Vous faites jouer le réseau des frères et sœurs des anciens élèves. Vous pourrez vous adresser aux associations de votre commune, les associations de missions locales qui, elles aussi, contribuent beaucoup au déploiement du service civique. Donc, vous allez les voir, vous leur dites, j'offre une mission de service civique dans mon établissement scolaire. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés? Voilà, ils servent d'intermédiaires. Et puis aussi, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, c'est le contrat d'engagement jeune. Ça débute, mais ça va vraiment s'installer. Le contrat d'engagement jeune, c'est des contrats d'accompagnement de jeunes qui sont pas nouveaux, hein, mais bon, ils changent souvent d'appellation.
aujourd'hui, c'est le contrat d'engagement jeune. Dans les dispositifs d'accompagnement de ces jeunes, il y a notamment le service civique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes qui veulent passer par le contrat d'engagement jeune, ils vont s'adresser à Pôle emploi. Et dans tous les dispositifs qu'inclut le contrat d'engagement jeune, il y aura de la formation, il y aura du coaching, il y aura aussi une mission de service civique. Donc, vous allez voir Pôle emploi, vous leur dites, vous avez peut-être des jeunes qui sont là en démarche de contrat d'engagement jeune. Voilà, moi, je suis un établissement scolaire. Voilà, dans le contrat d'engagement jeune, dans le cadre, je peux vous proposer une mission de service civique. Si vous avez des jeunes qui sont intéressés, envoyez-les-moi. Et donc, ce jeune, il va entamer une démarche de contrat d'engagement jeune avec Pôle emploi, mais il va être orienté vers vous. Ça, c'est le seul moyen d'utiliser Pôle emploi. Parce que, comme je l'ai dit, on l'a dit tout au début, une mission de service civique, ce n'est pas un emploi. Donc, si vous vous adressez à Pôle emploi en disant « Vous pouvez me publier mon offre », ils vont vous dire non, parce que vous ne recherchez pas un salarié, c'est du volontariat. Donc, attention avec Pôle emploi. Si ce n'est pas clair, je peux revenir vers vous avec cette notion de contrat d'engagement jeune. Mais n'ayez pas le réflexe Pôle emploi. Du coup, je vais publier mon offre et là, ils vont envoyer plein de jeunes qui veulent chercher un job. C'est pas ça. OK? Donc, je pense que j'ai répondu aux questions. C'est vous qui faites la démarche. Ce n'est pas la fédération territoriale, ce n'est pas la FNOGEC. Et là, vous pouvez placarder dans les universités, partout. Tout est possible pour recruter votre jeune. Merci Armelle. Plusieurs questions reviennent aussi autour de précision sur l'indemnité du coup pour le taux horaire. Est-ce que c'est la même si c'est 24 heures, 26 heures, 35 heures? L'indemnité est la même, n'est-ce pas? Tout à fait. 489 € l'indemnité de l'État est versée indépendamment du temps hebdomadaire de mission entre 24 et 35 heures. C'est le même montant versé par l'État. Et les 111,35 € que vous verserez, vos établissements, c'est pareil, c'est une indemnité forfaitaire qui couvre notamment les frais de transport. Donc, tout ça, c'est fixe, c'est forfaitaire. Si tu parlais tout à l'heure, Armelle, du fait que le jeune volontaire peut être salarié, employé par ailleurs en complément des heures, est-ce que ça peut être par LOGEC ou est-ce que ça doit être une autre structure du coup? Exactement. Un volontaire en service civique ne peut pas être volontaire dans une structure et en même temps dans la même structure être salarié. Pour éviter les mélanges de statuts, on ne saura pas s'il est là avec sa casquette de salarié pion ou s'il est là avec sa casquette de volontaire. Donc, c'est interdit. Il pourra faire une mission de service civique dans un établissement scolaire A et il pourra être surveillant dans un établissement scolaire B. Merci Armelle. Plusieurs questions reviennent aussi. Du coup, est-ce qu'on peut déposer 2 dossiers, un volontaire français, un volontaire étranger? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 2 volontaires ou plus? Des précisions sur les effectifs peut-être par rapport aux établissements. Exactement. Donc, en fait, c'est en matière d'effectifs c'est l'effectif qu'on va regarder pour savoir si vous êtes éligible à un volontaire ou 2 volontaires. Donc, alors là, on est en train de changer jusqu'à présent. Hein, donc ça fait quand même 10 ans qu'on a fonctionné avec un effectif de 300. C'était le seuil. En dessous de 300, c'était un volontaire. Au-dessus de 300, c'était 2 volontaires. Alors, pardon, ma réponse n'est pas du coup définitive. On est en train de mettre en œuvre, mais ce n'est pas si facile que ça, de baisser le seuil de ces effectifs. Donc, je viens de le dire, jusqu'à présent, c'était 300. Un volontaire, moins de 300. 2 volontaires, plus de 300. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vécu. On essaie de baisser le seuil de 300 à 150. OK? Mais avec le même raisonnement, on vous le dira. Et puis, vous pouvez déposer un projet d'accueil de français, un projet d'accueil de volontaires étrangers. Vous pouvez déposer plusieurs projets, maximum 3 sur l'ensemble des Français et des étrangers, mais parce que de toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours la contrainte que vous avez droit qu'à un ou vous avez droit
à 2, mais vous pouvez déposer plusieurs projets pour vous donner du coup le maximum de chances que s'il y a un projet qui est retoqué, et ben peut-être que le deuxième il sera bon. Et du coup, on pourra vous dire OK pour ce projet-là. Pour les accueils de volontaires étrangers, c'est beaucoup plus compliqué, donc vous déposerez un seul projet d'accueil de volontaires étrangers. Voilà, et donc je pense que j'ai été claire, hein, au maximum 2 volontaires en fonction du seuil d'effectif, 2 projets de français maximum, avec 2 volontaires maximum ou 1, et un projet de volontaires étrangers avec au maximum donc 1 ou 2 étrangers. Et tout ça, bah, c'est un peu compliqué, mais tout ça, c'est bien expliqué quand on lance la campagne. Merci. Stéphanie, tu veux un complément? Oui, pardon, je voulais juste rajouter que ça peut être très intéressant d'accueillir des internationaux parce qu'on sait que des fois, on a des problèmes de vivier pour trouver des Français. Certains de vos établissements ont parfois du mal à recruter, avoir beaucoup de candidatures ou au moins 2 sur une mission. Donc, ouvrir à des volontaires internationaux, ça permet de renforcer les chances d'avoir effectivement un volontaire. Notamment avec certains pays, donc on parle depuis tout à l'heure de France volontaire, donc dans les pays dans lesquels il y a des espaces France volontaire, eh bien, il y a de grandes facilités et il est facile d'identifier de super candidats dans ces pays d'origine. En plus, parfois, certains États prennent en charge le billet aller-retour de ces jeunes et aident sur une partie des frais qui viennent s'ajouter, en fait. Donc, ça peut être d'autant plus intéressant parce que vous avez un peu plus de chances de trouver un partenaire. C'est moins vrai pour l'Europe où on a plus de difficultés parfois en fonction de vos réseaux. Mais en tout cas, pour les jeunes qui viennent d'Asie ou même d'Amérique latine ou d'Afrique, on a plus de facilité. Je n'ai pas répondu à une partie de ta question précédente sur le taux de comment dirais-je, de retour, hein, voilà. Alors, depuis quelques années, quand même, il y a une tendance, il y a une pénurie de jeunes, mais le Covid, il a frappé très fort. Et en fait, il a chamboulé le contexte de ces jeunes qui étaient disposés avant le Covid et après le Covid, ça a perturbé pas mal de choses. Il faut savoir quand même que depuis quelques années, il y a une pénurie de volontaires. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous allez vraiment faire jouer votre réseau. C'est vous, et parce que vous prendrez les choses à cœur, que vous les ferez vivre, que vous en parlerez autour de vous, que vous allez vous donner toutes les chances d'avoir un jeune. Si vous attendez que ça se passe uniquement avec l'offre qui sera publiée sur le site de l'agence, eh bien, vous allez minimiser vos chances de recrutement. Merci Armelle. Quelques demandes de précision concernant la rémunération encore. Si le jeune n'a pas de frais, est-ce que nous devons quand même lui régler l'indemnité? En un mot, oui. Oui. Du coup, avec les deux montants spécifiques, l'indemnité versée pour le service civique de 489 et quelques et 111 € par l'établissement. Tout à fait. Et le tuteur reçoit-il une rémunération? Pas du tout. Le tuteur fait ça en plus de ses fonctions habituelles. Quelques demandes de précision également sur quand ça se passe mal dans un établissement, quelles peuvent être les causes de rupture de contrat et les modalités si jamais ça ne se passe pas bien. Alors, vous l'avez compris, on n'est pas dans un cadre de salariat. Il y a tout ce que vous connaissez relatif à l'application du code du travail, la rupture d'un contrat de travail. Tout ça, ça ne s'applique pas. C'est simple de rompre une mission de service civique. Pour autant, on ne fait pas ça n'importe comment, parce qu'en fait, on cherche à faire marcher une mission de service civique. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi ça ne se passe pas bien. On va vraiment essayer de faire en sorte que ça réussisse, cet accueil de jeunes. Toutefois, quelquefois, ça ne se passe pas bien. Donc, en fait, eh ben, on est dans un processus où il va falloir effectivement justifier que l'établissement scolaire met un terme à la mission, donc en fait étayer avec quelques griefs, oui. Mais le jeune peut aussi démissionner. Et il y a des préavis aussi qui doivent être respectés, mais en matière de préavis, c'est négociable, très facilement négociable.
Et puis, quand il y a un jeune qui trouve un CDI, donc il n'y a pas de préavis, mais quand bien même il démissionne pour faire autre chose, ça peut se négocier. On peut très bien le dispenser de faire un préavis, de le raccourcir. Donc, c'est très souple. Ne soyez pas contrariés avec cette idée. On trouve des solutions qui conviennent à tout le monde. Des fois, des solutions malheureuses, avec une rupture anticipée à l'initiative de l'établissement parce que ça ne se passe pas bien, parce que voilà. Mais c'est rare, c'est rare. Merci. Est-ce que du coup, un projet peut être déposé dans l'établissement sur un ou plusieurs axes? Du coup, s'il y a 2 volontaires, ça peut être 2 axes différents, par exemple. Mais est-ce qu'on peut mêler différents axes pour une mission? Non, on ne mélange pas différents axes. En fait, vous allez monter votre mission, vous allez vous dire: «Ah, j'ai du mal à la positionner. Est-ce que c'est de l'éducation pour tous ou est-ce que c'est du culture et loisirs?» Eh bien, en fait, vous réfléchirez à l'objectif de votre mission. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous sensibiliser vos jeunes à la culture? Eh bien, vous choisirez l'axe culture et loisirs. Ou eh bien, ce que vous voulez aider vos jeunes à être plus à l'aise avec les matières, etc., eh bien, ça sera éducation pour tous. Donc, en fait, pas de panachage d'axes. Pareil pour l'axe santé et sport, c'est assez, ça peut se rejoindre. Pensez à l'objectif, c'est quoi? C'est plus le sport en s'appuyant sur la santé ou, je veux vraiment développer la priorité santé et j'utilise le sport pour, mettre en œuvre une bonne santé, ben, dans ces cas-là, voilà. Mais pas de panachage et vous pouvez mettre 2 jeunes sur un projet. Ça, c'est super bien. 2 jeunes travaillent main dans la main sur un projet. Ça marche très, très bien. Merci. Stéphanie, quelques questions sur les pays éventuellement que France Volontaire peut nous conseiller. Est-ce qu'il y a des pays en particulier ou pas? On vous conseille en gros tous les pays. Après, France Volontaire n'est pas implanté dans tous les pays du monde. Évidemment, pour votre établissement, quelle que soit la nationalité d'origine du jeune, ça peut constituer un intérêt. Après, ça dépend où vous placez l'intérêt, mais donc, vous pourrez consulter dans le webinaire du 12, on récapitulait l'ensemble des pays dans lesquels intervient France Volontaire, si vous avez besoin d'un appui de France Volontaire. Mais encore une fois, réfléchissez-vous à quelles sont vos envies. Si votre établissement a déjà un projet, ça peut être le cas aussi avec un partenariat, avec une association ou un autre établissement ailleurs dans le monde, ça peut être super intéressant d'incarner ce partenariat et de lui donner une suite en faisant venir un jeune de ce pays-là. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie d'impulser vraiment, c'est donner de la cohérence à des choses que vous faites déjà ou à un projet que vous souhaitez initier en faisant venir un jeune de ce pays. Voilà, en gros, tout est possible. Merci Stéphanie. Dans le cadre d'un RPI, est-ce qu'on fait une demande pour les 2 écoles ou 2 dossiers séparés? Donc, les regroupements pédagogiques. Alors, en fait, on raisonne surtout par unité pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, pour une même structure, en fait, le collège peut faire une demande, un dépôt de projet, et puis le lycée peut faire aussi une demande de projet. Voilà. Donc, raisonnez plutôt par unité pédagogique pour élaborer votre projet, puisque votre jeune, enfin, sauf dans des petites structures, mais en fait, justement, dans des grosses structures, on va plutôt mettre le jeune sur le collège ou sur le lycée. Mais il peut y avoir aussi des missions où le jeune va pouvoir intervenir sur des projets transversaux. Il va pouvoir intervenir en collège et aussi en même temps sur le lycée. Mais ayez plutôt le réflexe, je monte un projet parce que je suis un collège et que voilà, je monte un projet parce que je suis un lycée. Merci. Alors, les questions continuent d'arriver encore. Du coup, est-ce qu'il y a une période d'essai envisageable? Comme on n'est pas dans un contrat de salariat, il n'y a pas de période d'essai. Et il y a une période d'adaptation, de formation, mais à partir de notre jeune, il est en place, voilà, il n'y a pas la période, de préavis telle qu'on la connaît qui s'applique aux jeunes. Non, c'est, déjà dès le départ, c'est un engagement réciproque
Et après, on tombe dans le cas de la rupture anticipée, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, dans le cadre de ces précisions-là aussi, quand le jeune est souvent absent, que faire si c'est le cas? Enfin, que faire? Je reprends. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Que faire si le jeune est souvent absent? Pardon. Alors, ça arrive quelquefois, des jeunes qui n'ont pas bien compris leur rôle, leur positionnement, hein. Pour la plupart, souvent, ils arrivent pour une première fois dans un contexte, dans un milieu professionnel, avec un règlement intérieur. Donc, il peut y avoir effectivement, ajustements nécessaires. C'est très simple, votre jeune, eh bien, en fait, il est là aussi pour apprendre, hein. Donc, vous allez vous entretenir avec lui en lui disant, écoute, voilà, tu vois, tu n'as pas bien compris ce qu'on attend de toi, tu as des horaires à respecter, tu travailles en équipe, on attend de toi une présence, un engagement dans un milieu professionnel. C'est du volontariat, mais tu ne fais pas n'importe quoi, tu respectes ton cadre, le travail en équipe, les consignes qui ont été partagées. Donc, bref, vous le recadrez. Et en fait, ça suffit, hein. Il faut vraiment alors, il faut bien voir que le volontariat, il n'y a pas de lien hiérarchique, on ne l'a pas dit. Donc, en fait, il y a beaucoup de dialogue qui doit s'installer entre vous, des fois du recadrage, du partage d'idées. Plein de jeunes sont plein d'idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Eh bien, écoutez-les, laissez-les faire. Votre mission, elle va peut-être du coup un peu peut-être se transformer. Eh bien oui, le jeune, il est là pour ça. Et voilà, c'est sur le dialogue qu'on va faire progresser et faire réussir la mission. Est-ce que justement ces absences répétées sont un motif valable du coup pour une rupture de contrat éventuellement si après discussion, échange avec le volontaire, les absences continuent toujours d'être là? Oui, alors on peut envisager ça, hein, s'il n'y a vraiment pas d'amélioration dans le comportement du jeune. C'est exactement une cause de rupture anticipée. Ça nuit au bon déroulement de la mission. Ça donne une mauvaise image de ce jeune qui est là, qui est intégré à l'équipe pédagogique, mais qui ne reflète pas le sérieux, hein, de l'équipe. Donc oui, ça nuit à la mission, ça peut nuire à l'établissement scolaire. Il faut bien voir aussi qu'il y a les parents d'élèves aussi qui sont là, hein, qui sont impliqués. Et donc, en fait, il faut vraiment que notre jeune il ait la position adéquate. Et oui, trop de retard, trop d'absentéisme est une cause de rupture anticipée. Merci. Est-ce que le dossier est lourd à rédiger et est-ce que nous proposons un accompagnement, une relecture du dossier avant dépôt? Là, un chef d'établissement qui dit, voilà, c'est parfois lourd, toute cette lourdeur administrative et on peut être découragé. Donc, est-ce qu'on peut être accompagné? Alors, je vais parler pour les projets des Français et puis après, Stéphanie, peut-être tu parleras pour les étrangers. La conception de… Alors là, je comprends une question lourdeur. Alors, est-ce que c'est au niveau du montage du projet ou est-ce que c'est pour toute la suite? Je vois donc deux réponses possibles par rapport au montage du projet. Là, vous y passerez du temps, mais on vous met des outils à votre disposition. Vous remplirez le formulaire dans des zones. On vous demandera de décrire quel est l'intérêt général, quel est votre projet d'établissement ou quel est le contexte, les tâches. Donc, c'est que de la logique. L'objectif de votre mission, si vous voulez, ça se monte en projet. Si vous le faites tout seul, vous risquez de vous tromper. Faites ça à plusieurs. Et donc, en fait, c'est un formulaire à remplir. Il va y avoir quoi? Je crois qu'il y a peut-être 4-5 zones à remplir. Vous l'aurez fait au brouillon, en respectant donc déjà les zones. Vous allez travailler. N'oubliez pas que nous, la seule chose qu'on connaît de votre projet, c'est de la façon dont vous le représentez. Donc, appliquez-vous à la rédaction. Il faut qu'on comprenne, que vous ayez compris ce que c'est qu'une mission de service civique, avec tous les principes fondamentaux, le respect qu'on vous a décrit et qu'on met encore à votre disposition. Donc, avant de vous lancer dans votre projet, vous dites, bon,
Il faut que je comprenne qu'est-ce qu'on attend d'une mission de service civique. Vous vous documentez pour prendre le pouls, l'essence d'une mission de service civique et votre projet, il va découler tout seul. Ça, on n'a pas toujours le temps de revenir vers vous pour, vous demander de revoir votre projet. Alors un projet qui est vraiment pas du tout cohérent, à côté de la plaque, pardon de l'expression, mais où on voit qu'il n'y a pas eu du tout d'effort de construction de projet, celui-ci il est retoqué d'office. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'effort de conception du projet. Il y a quelques projets, des fois, qui ont besoin de juste d'ajustement. On revient vers vous, on vous demande une révision. Ça, c'est pour le projet. En ce qui concerne tout le restant de la mission, l'accompagnement qu'on vous demande de faire avec effectivement des choses à noter pour que ce soit consigné sur un papier. On vous met tous les outils à disposition. C'est un petit peu lourd, mais ce n'est pas tant la rédaction d'avoir écrit sur une feuille ce que vous vous serez dit à l'entretien mensuel. Vous allez accompagner votre jeune, vous allez dire, bon tiens, pour le mois prochain, alors tu penses à mettre en place la fiche concernant la protection ou le développement de notre potager. Donc vous l'écrivez, hein, mise en place du potager. Pour dans 2 mois, prévoir la visite auprès de la déchetterie. Enfin, voilà, votre projet, vous allez le consigner. Et de toute façon, là où vous êtes accompagné, c'est qu'on vous met à disposition tous ces outils et on vous rappelle. On vous rappelle tous les mois. N'oubliez pas de faire ceci, ceci, cela. Et le mois d'après, on recommence. Donc, vous êtes quand même soutenu. Stéphanie, quelques précisions pour l'accueil des volontaires étrangers. Oui, pour les étrangers, c'est un peu particulier parce qu'il y a une dimension d'accueil qui peut être un peu plus importante. Et donc là, si vous avez des doutes, avec Michael, on se tient justement à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Puis, ils sont beaucoup moins nombreux. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a une implication, parce que faire venir un jeune de son pays a un enjeu un peu plus important. Donc là, évidemment, on répondra à vos questions avec Michael. Vous voyez nos coordonnées là en ligne. Et évidemment qu'on peut vous aider pour l'accueil d'internationaux ou d'Européens. Merci. Dernière question. Pour une personne qui est au courant de une durée d'agrément pour les services civiques, quelle est la durée d'agrément obtenue par la FNOGEC? De mémoire, Armelle, c'est 2020. 24. En fait, les agréments pour la FNOGEC, mais aussi pour toutes les structures associatives et donc les structures de l'État, de toute façon, l'agrément, il dure 3 ans. Donc, en fait, nous, notre agrément, c'est 2021, non, pardon, 21, 22, 23, 2021-2024. Mais je dirais que de toute façon, on est très bien vu, très bien noté par l'Agence du service civique, avec tout ce qu'on fait avec tous nos jeunes qui sont en place. Et donc, notre agrément qui va arriver à terme en 2024 sera renouvelé auprès de l'agence. Ce n'est pas votre travail, hein, c'est le travail de la FNOGEC. Et on aura un nouvel agrément pour 2024-2027. Pour vous, ce n'est pas un souci, ça. Et vous, chaque année, vous redéposez un projet. Hein, vous n'ayez pas en tête cet agrément de 3 ans. Ah ben, je peux reconduire ma mission 3 ans parce que je suis agréé. Vous, non, c'est la FNOGEC qui a un agrément de 3 ans, mais vous, on vous demandera chaque année de plancher sur un nouveau projet ou de poursuivre sur un projet déjà en place que vous allez faire évoluer. Attention, ne dupliquez pas des années de suite votre projet parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'un personnel qui fait de façon permanente et récurrente le même travail déguisé sous forme de volontariat. Construisez un projet, faites-le vivre, changez l'année prochaine ou poursuivez-le, modifiez-le. Voilà. Et chaque année, on lancera la campagne avec cette demande auprès de vous. Merci Armelle. Une demande de précision très technique. Si on fournit les repas, comment se calcule l'impact sur le versement de l'indemnité, sachant qu'il n'y a pas le même nombre de jours, forcément le même nombre de repas dans un mois? Alors, quand vous fournirez les repas, alors les repas sont évalués à l'avantage en nature. Je crois que c'est passé à 5 € il n'y a pas longtemps.
Donc, bah là, vous lui fournirez 15 repas, évalués à 5 €, ça fera 5 fois 15. Alors, je ne sais pas, 5 fois 15, ça fera peut-être 90 €, hein, bah, et bien, comme vous devez lui verser 111,35 €, vous lui verserez en espèces la différence entre 111,35 € et la valorisation totale des 15 repas que vous lui aurez fournis. Merci. Il reste 2 questions dans le fil de discussion. On déborde, on est déjà à 13h30, mais allez, on les pose. Le tuteur peut-il être déchargé d'heures de concertation, par exemple? Je n'ai pas compris la question. Le tuteur peut-il être déchargé des heures de concertation? Alors, pardon, pardonnez-moi, mais heure de concertation, je ne sais pas ce que Les c'est. heures de concertation, Stéphanie, vas-y. Oui, en fait, ce n'est pas du tout de notre ressort. Ça, c'est à négocier au sein de l'établissement avec votre chef d'établissement. Ce n'est pas du tout à nous de pouvoir vous proposer de réponse. Et enfin, une question par rapport quelles sont les conséquences si le tuteur et le volontaire ne suivent pas les formations qui leur sont dédiées, les formations civiques et citoyennes. Nous accueillons actuellement, justement ces jours-ci, dans les locaux, la formation pour 2 jours de formation civique et citoyenne. Il y a aussi la formation PSC1. Qu'est-ce qui se passe si le tuteur et les volontaires ne suivent pas ces formations, Armelle? Alors, il faut bien voir qu'une mission de service civique, elle a plusieurs acteurs, hein. Il y a le volontaire et il y a le tuteur. Et le volontaire, il est dans son parcours de mission de service civique, il y a l'obligation à ce qu'il soit formé. Donc, il doit obligatoirement suivre une mission de service civique, une formation de service civique de 2 jours consécutifs, plus une formation au PSC1. S'il n'est pas déjà diplômé, ça veut dire qu'une formation PSC1 dont le diplôme est vieux de plus de 2 ans devra être passé. Mais le volontaire, ça fait partie de sa mission, donc il est obligé de se former. Il n'a pas le choix. Et il y a plein de possibilités de se former. Il y a avant tout nos formations qu'on organise en groupe, Mickaël vient de le dire, avec notre partenaire, La Focale. Ça marche très bien, on est garant de ces formations, du contenu, c'est vraiment très bien fait. Et dans le pire des cas, quand il y a des cas isolés où il y a des jeunes qui ne se peuvent pas parce que sur les dates, ils sont en oral avec les universités, quand le mercredi, ils sont en job, hein, voilà. Il y a d'autres solutions, mais 100% de nos jeunes doivent être formés. Et quant aux volontaires, il faut bien voir que, quant aux tuteurs, au moment des contrats, au début de la mission, l'établissement scolaire, le chef d'établissement et le tuteur, et la FNOGEC ou la fédération territoriale signent une charte d'intermédiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le chef d'établissement et le tuteur s'engagent à travers cette charte à respecter certaines obligations qu'il a, c'est-à-dire en fait à faire une bonne communication du service civique, à respecter les consignes qui viennent de la FNOGEC ou des fédérations territoriales en matière réglementaire, administrative, à respecter les horaires, à respecter le paiement. Et notamment, il y a un alinéa que notre tuteur doit se former, c'est obligatoire. Les formations tuteurs, en fait, un tuteur qui a été formé l'année dernière, il sera dispensé de formation cette année. Celui qui a été formé il y a 2 ans également. Mais quand la formation est trop vieille, en fait, il est intéressant de la refaire parce qu'en fait, le cadre réglementaire peut changer. Il y a un partage d'expérience qui est très riche. Mais de toute façon, ne partez pas dans l'idée que de toute façon, peut-être qu'il y a une porte de sortie pour ne pas le faire. Le tuteur doit être formé et c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que c'est obligatoire, mais vous allez apprendre plein de choses. Vous allez vraiment partager votre expérience sur j'ai un souci avec ce jeune, etc. Donc, vous ferez cette formation et vous y aurez tout intérêt. Et dans le pire des cas, pardon, hein, mais en fait, nous, on surveille. Il y a des établissements où les tuteurs ne sont jamais formés. Eh bien, on leur refuse l'accueil d'un volontaire l'année d'après.
Merci. Beaucoup de questions ont déjà été répondues. On a pris beaucoup de retard, mais c'était intéressant de répondre à toutes ces questions. Jérémy, je vous répondrai en privé à la question qui vient d'apparaître. Merci Armelle pour ce temps d'échange et de présentation de la campagne 2023-2024. On a eu beaucoup de messages de félicitations pour les informations claires et précises qui donnent envie de se lancer. Donc, on espère recevoir tous vos dossiers à partir de la mi-mars et de manière assez rapide. Bonne continuation, bonne fin de journée à vous et bon week-end. Au revoir. Merci à tous, à très bientôt.